Voilà, ça suffira. Donc, il y a des choses qui viennent d'être dites sur les responsabilités accrues qui sont celles du monde éducatif, la façon d'inscrire l'école dans les évolutions de la société et de lui faire jouer pleinement son rôle. Alors, vous avez tous récemment vu le rapport de l'OCDE, l'alerte qui a été portée sur le système éducatif français, avec le retour sur un certain nombre de chiffres que l'on connaît, c'est-à-dire les 140 000 jeunes qui sortent par an sans qualification, mais aussi, et ce qui est beaucoup plus inquiétant, l'idée d'une courbe maintenant qui est décroissante, c'est-à-dire qu'on a été entre les années 85 et 95 dans ce qu'on a appelé la phase active de démocratisation. Je rappelle très très vite, on double en gros le nombre de bacheliers entre 85 et 95, on passe de 30% à 60% d'une classe d'âge. Ensuite, on a une stagnation. Et on est même maintenant à rebours de ce qu'il faudrait faire avec un taux de scolarisation des 15-19 ans, en gros ce qui correspond au second degré, collège et lycée, qui a diminué sur une quinzaine d'années, de 89 à 84%. Donc un vrai problème au moment où on sait qu'on a besoin d'avoir des jeunes qui sont formés dans une société qui est de plus en plus évolutive du point de vue des professions, du point de vue de la mobilité, mais aussi évolutive dans toute une série de transformations, et dont on a besoin d'avoir des jeunes qui soient libres, qui soient éclairés, qui puissent faire un certain nombre de choix en ayant avec les outils culturels, les outils de pensée nécessaires. Or, on constate cette panne actuelle de l'élévation des qualifications et la désespérance de toute une série de jeunes qui ne trouvent plus sens à ce qu'ils apprennent, d'où des phénomènes que l'on constate notamment dans les lycées professionnels et en collège, des phénomènes de violence qui ne sont qu'aussi que la traduction d'un sentiment d'exclusion, sentiment de ne pas être à sa place, d'être incompris, de ne pas savoir ce qu'on vous offre et ce que la société peut vous offrir. Alors, nous, on fait le pari que tout le monde est éducable. Et contrairement à un certain nombre de discours qui ont fleuri ces dernières années sur l'idée des talents et des aptitudes, moi, je récuse toujours, par exemple, le concept d'école des chances, d'égalité des chances, parce que l'égalité des chances, c'est penser a priori que tout le monde part sur la ligne de départ à égalité. Or, quand vous faites une course, on distingue les hommes et les femmes, on distingue, il y a un certain nombre de facteurs qui jouent. Donc, la société a bien pour rôle de justement combler un certain nombre d'inégalités qui sont des inégalités socioculturelles par l'école. Or, l'école française, et c'est quelque chose qui traumatise beaucoup les enseignants, est une de celles qui reproduit le plus les inégalités sociales, et les inégalités scolaires sont fortement corrélées aux inégalités sociales. Alors comment faire ? Si je dis on voit le pari de l'éducabilité de tous, c'est aussi à quelles conditions et pourquoi faire. Alors sur les conditions, ça renvoie à toute une série de propositions en matière de formation des enseignants. Ça a été un petit peu, on y reviendra, mais un peu abordé par mon voisin. C'est vrai que à la création des UFM en 90, nous on avait déploré l'insuffisant ancrage universitaire des UFM, et il y avait un certain nombre de reproches à faire, mais on avait le mérite pour la première fois de considérer que être enseignant ne relevait pas simplement ni du charisme ni de l'appropriation des savoirs disciplinaires, mais que c'était un vrai métier, qu'on avait des publics qui n'avaient plus une culture qui était forcément une culture congruente avec la culture scolaire, et qu'il fallait pouvoir appréhender un certain nombre de mécanismes d'appropriation des savoirs. C'est le problème des enseignants, c'est ça, c'est comment on fait à un moment pour pénétrer les mécanismes de l'apprentissage, comment on fait pour transformer des savoirs savants en savoirs scolaires, comment on fait pour donner sens à ces savoirs. Donc, piste de la formation des enseignants, piste de la question des programmes. Il me semble que les programmes, et notamment les programmes actuels, ont deux gros défauts, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois, ils font trop appel à la mémorisation et ils sont trop chargés, alors que le but, c'est bien, on le sait, vu
l'évolution exponentielle des savoirs, on ne peut pas tout apprendre. Le problème n'est pas de tout apprendre, le problème c'est d'avoir les outils pour pouvoir ensuite s'approprier un certain nombre de connaissances. Donc des programmes qui devraient aller plus vers la construction de l'autonomie. J'insiste sur la construction, puisque là aussi on a... c'est un peu partagé dans différents partis politiques, cette idée un peu rapide qu'il faut que les jeunes soient autonomes en pensant que c'est quelque chose de donné. Or, l'autonomie est justement quelque chose qui se construit. Et quand on décrète l'autonomie, on renforce aussi ce que sont les inégalités de certains jeunes. Donc, il faut leur donner les moyens. L'autonomie n'est pas quelque chose de spontané et d'inné. Donc, des programmes qui doivent travailler en ce sens. Et puis, on a à la FSU l'ambition d'une scolarité obligatoire à 18 ans. Alors pourquoi ? Bon, d'abord parce que dans les faits, la majorité des jeunes, plus de 85%, sont encore scolarisés à 18 ans, mais quelquefois dans de mauvaises conditions. Mais c'est parce qu'en fixant ce nouvel objectif par rapport à ce qu'a été à partir de la loi Berthoin en 58, la scolarité à 16 ans, c'est bien aussi de penser autrement l'ensemble de la scolarité. On a un discours qui me fait extrêmement peur parce que j'ai l'impression de revenir 30 ans en arrière, en ce moment, sur la place du collège, sur le fait que le collège a été construit comme le petit lycée. Alors on voit refleurir toute une série de formules qui sont plus des formules d'ailleurs creuses que fondées sur une réalité historique, puisque le collège est bien différent dans la structuration de ses disciplines et dans la façon dont elles sont conçues que celle du lycée. Mais on a bien cette tentative de reconstruire ce qui était en gros un objectif, mais qui avait son sens dans les années 60, qui était celui d'une école fondamentale qui portait donc à la scolarité à 16 ans, donnait un minimum de qualification à tous. On sait que ça ne suffit plus, qu'il faut maintenant porter bien plus loin le niveau de qualification des jeunes. Si on veut atteindre les objectifs de Lisbonne, je ne suis pas fétichiste de Lisbonne, mais le fait qu'il faille 50% de diplômés de l'enseignement supérieur, c'est un objectif que nous devons atteindre. Or, la France est à 43% actuellement. On n'arrivera pas si on n'augmente pas le nombre d'élèves qui accèdent au lycée, qui accèdent dans de bonnes conditions, avec l'idée qu'ils vont ensuite poursuivre un enseignement supérieur. Donc ça veut dire que si l'on pense bien le cursus scolaire et la structuration des études sur la globalité, depuis l'école maternelle jusqu'à la fin du lycée, ça veut dire qu'on pense une amélioration de l'efficacité de l'école maternelle et primaire. On sait que la France investit insuffisamment dans le premier degré. La dépense d'éducation dans ce domaine est inférieure aux moyennes des pays de l'OCDE. Donc ça veut dire qu'on améliore l'efficacité pour faire entrer tous les jeunes dans la culture écrite. On sait que ce qui est discriminant, c'est cette question de la culture écrite qui n'est pas évidemment spontanée, qui n'est pas inscrite dans certaines familles, et que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais ça veut dire aussi penser cette continuité éducative, penser des programmes au collège et au lycée qui ne soient pas répétitifs. On a une collègue d'histoire dans la salle, mais notamment en histoire-géographie, justement, les élèves se plaignent quelquefois de refaire en lycée ce qu'ils ont fait au collège. Pourquoi ? Parce qu'on considère que le collège est un aboutissement. Si on pense la scolarité à 18 ans, ça veut dire qu'on peut aussi desserrer les programmes, les penser de façon autre, qu'on peut penser autrement l'orientation, avec le droit à l'erreur, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes qui ont des parcours un peu erratiques, qui à un moment vont... parce qu'ils sont dans la construction aussi de l'adolescence, vont avoir un certain nombre de problèmes, mais vont ensuite pouvoir revenir. Et il ne faut pas qu'il y ait de couperet, il ne faut pas que les choses soient définitives. Ça veut dire qu'on doit pouvoir valider progressivement des acquis. Il faut sans doute revoir tout ce qui est la question de l'évaluation des élèves et des méthodes d'évaluation en encourageant davantage les acquisitions, et non pas simplement en sanctionnant les erreurs, ce qui peut être un peu décourageant, démotivant pour beaucoup d'élèves. Donc tous ces projets, mais je terminerai parce que je ne veux pas être trop longue, on y reviendra, mais en ce moment, et dans le débat des présidentielles, tout le monde utilise des concepts extrêmement forts. Il faut un nouveau pacte pour l'école, il faut refonder l'école, il faut reconstruire l'école. J'allais dire, ce qu'il faudrait surtout, c'est essayer de créer une nouvelle dynamique collective autour d'un plan pour l'éducation qui se dirait qu'est-ce qu'on veut pour l'éducation ? Quel est le rôle de l'école dans les évolutions de la société ? Comment on s'en donne ensuite les moyens ? Et ma voisine parlait du rôle de l'instruction et de l'éducation. Penser ce rôle de l'école,
nous, on a l'habitude de dire l'école, c'est la socialisation par les savoirs. Parce qu'effectivement, l'éducation, c'est pas l'affaire de la seule école. C'est l'affaire des éducateurs sociaux, c'est l'affaire des familles. Il y a énormément d'acteurs qui interviennent dans l'éducation des jeunes. Et l'éducation nationale a sa mission propre, qui est de créer cette socialisation par les savoirs, qui soient des savoirs riches et des savoirs formateurs.